Bonsoir, merci à vous d'être aussi nombreux encore dans cette salle à cette heure tardive, hein, comme disait Thierry. On a beaucoup de chance. La déglutition et la phonation, lors de la prise en charge des patients trachéotomisés, on va se rendre compte qu'en fait, ce sont deux aspects qui sont étroitement liés. Et en ce qui concerne l'effet de la canule de trachéotomie sur la déglutition, la plupart des études ont comparé la déglutition chez les sujets sains et chez les patients trachéotomisés, d'une part, et d'autre part, la déglutition des patients lorsque la canule est ouverte ou la canule fermée, ou au contraire, lorsque la canule est ouverte et une canule fermée avec une valve de phonation. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'évaluer d'éventuels troubles de la déglutition? C'est parce que la dysphagie va entraîner trois risques majeurs: la malnutrition, la déshydratation et l'inhalation ou l'aspiration pulmonaire. En ce qui concerne la facilitation de la parole chez le patient trachéotomisé, il y a différentes possibilités, différentes procédures qui peuvent être mises en place chez le patient en ventilation mécanique ou en respiration spontanée. J'ai fait un choix un petit peu, comment dirais-je, délibéré, de me concentrer surtout sur l'effet de la valve de phonation, en sachant très bien qu'on peut utiliser des canules de trachéotomie parlante chez les patients intubés en ventilation, donc chez les patients trachéotomisés en ventilation mécanique ou en respiration spontanée. On peut utiliser une canule fenêtrée chez le patient en respiration spontanée. On peut aussi dégonfler le ballonnet et faire des obturations de la canule avec un doigt pour voir s'il y a une possibilité d'avoir le recours à la parole. Mais comme l'exposé a une durée limitée dans le temps, je me suis vraiment concentrée sur les valves phonatoires. Alors pourquoi restaurer la voix et la parole chez le patient? On sait que les patients qui sont trachéotomisés vont présenter très souvent des difficultés de communication qui vont les mettre un peu en retrait au niveau social, peuvent entraîner de la dépression et de l'anxiété, peuvent démotiver le patient dans la prise en charge et dans la motivation qu'ils vont avoir à participer aux soins. Ça peut les empêcher de dormir correctement. Et finalement, à moyen et à long terme, on peut avoir une altération de la qualité de la vie. Alors, la déglutition, la physiologie de la déglutition est un mécanisme très complexe qui comprend essentiellement trois temps: le temps buccal, le temps pharyngé et le temps œsophagien. Le temps le plus délicat est le temps pharyngé, parce que c'est à ce moment-là où le bolus alimentaire va passer au niveau du carrefour aérodigestif. Et c'est le temps pharyngé qui va permettre de protéger les voies respiratoires, puisqu'on va avoir une fermeture du larynx avec un rapprochement des cordes vocales, une mobilisation de l'épiglotte et une sécurisation des voies respiratoires. Alors, quels sont ces effets de la canule de trachéotomie sur la déglutition lorsqu'on compare à des sujets sains? Le premier effet, c'est l'absence de flux aérien. Donc, il va y avoir une désafférentation du larynx qui va entraîner une diminution des sensations proprioceptives et une perturbation de la coordination du réflexe de fermeture glottique. Ce sont des études qui sont anciennes, hein. La majorité sont de plus de 25 ans jusqu'à 40 ans, mais déjà à cette époque-là, c'était bien démontré. Le deuxième effet important de la présence de la canule de trachéotomie, c'est la baisse de la pression sous-glottique pendant la déglutition. Donc on va avoir une propulsion pharyngée qui sera beaucoup moins efficace et surtout une diminution de l'ascension du larynx, surtout si le ballonnet est gonflé. Et bien sûr, nous allons observer une atrophie musculaire du larynx puisqu'il ne sera plus utilisé correctement. Lorsqu'on observe les études qui ont évalué la déglutition chez les patients canule ouverte ou canule fermée avec ou sans valve de phonation, en général, c'est des études qui vont évaluer les fausses routes en vidéofluoroscopie ou en scintigraphie. Et on observe que les fausses routes sont plus fréquentes et plus importantes généralement canule ouverte. Que la réduction de l'élévation laryngée est plus importante canule ouverte, que ces fausses routes sont essentiellement silencieuses et que les fausses routes sont statistiquement moins fréquentes avec la valve de phonation que sans. Et ça, vous verrez, c'est un peu sujet à controverse. Alors, Logman, qui a beaucoup étudié la biomécanique de la déglutition,
a montré qu'avec une canule fermée, avec ou sans valve de phonation, observait donc une diminution des fausses routes. Et il expliquait ça par l'augmentation de la pression sous-glottique, qui entraînait une élimination des fausses routes dues à la stase alimentaire après une déglutition incomplète, une toux qui, nous, en tant que kinés, nous intéresse beaucoup, qui est beaucoup plus efficace, et aussi une augmentation de l'élévation laryngée pendant la déglutition. Alors, quel est le mécanisme physiologique qui peut expliquer cette amélioration? En fait, ça va être la mise en jeu d'une boucle réflexe qui va recruter un plus grand nombre de motoneurones. En fait, on va avoir une stimulation des récepteurs sous-glottiques par la pression de l'air trachéal canule fermée qui va repasser par les voies physiologiques. Et donc, on va améliorer le péristaltisme pharyngé. Il sera plus rapide et plus efficace. Alors, les effets donc, de cette trachéo sous les troubles de la déglutition ont également été étudiés en nasofibroscopie par Leder. Il a fait vraiment des études à répétition pendant de nombreuses années. Et il a montré qu'il n'y avait pas d'effet de la fermeture de la canule sur l'incidence et sur l'importance des fausses routes. Par contre, ce qu'il a mis en évidence, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont responsables de ces trous, pas nécessairement la présence de la canule. Ça peut être l'âge chez les patients qui ont un âge supérieur à 70 ans. Ça peut être la pathologie qui a provoqué l'admission en réanimation. Ça peut être le niveau d'insuffisance respiratoire du patient. Un patient trachéotomisé, généralement, est un patient qui n'est pas sevrable et donc qui a généralement une durée d'intubation et de ventilation mécanique prolongée. Le fait que cette trachéotomie ait été réalisée très récemment et aussi le statut fonctionnel et moteur du patient. Et ces résultats ont été confirmés par la suite en disant que la dysphagie résultait plus de cette pathologie initiale à l'admission du patient, de la gravité de l'état du patient et aussi du niveau de conscience du patient. Et on rajoute aussi l'effet des médicaments qui sont administrés chez le patient. Et à nouveau, les individus trachéotomisés qui sont plus âgés seront plus à risque d'inhalation parce qu'il y a d'abord la comorbidité qui est généralement plus importante et aussi parce qu'il y a un mécanisme de vieillissement naturel de la déglutition, donc la presbyphagie. Alors, un point important aussi, c'est que je vous ai dit que ça passait par le carrefour aérodigestif, donc il faut qu'il y ait une coordination qui soit efficace, correcte entre la déglutition et la respiration. Et de nombreux auteurs, dont Smith dans Chest, a montré que chez des sujets sains, donc la phase inspiratoire, la phase expiratoire en plethysmographie, il observe que la déglutition débute en expiration ou arrête l'inspiration et est suivie d'une phase expiratoire. Donc il faut vraiment qu'il y ait une très bonne coordination déjà chez le sujet sain. Et Vitaka a montré chez des patients BPCO trachéotomisés que le fait de devoir faire cette apnée, de protéger les voies aériennes supérieures et de déglutir, va entraîner une augmentation de la fréquence respiratoire, une augmentation de la concentration de CO2 dans l'air exhalé et une dyspnée par l'effort qu'elle impose. Dans le cas d'une fausse route, il faut que le patient soit capable de pousser, ce qui nécessite d'une part une intégrité de la glotte et d'autre part des muscles respiratoires corrects. Alors, parlons maintenant un petit peu de la valve phonatoire. Donc, c'est un dispositif qu'on va placer soit en ventilation mécanique, soit en respiration spontanée, qui va permettre de restaurer un flux expiratoire sous-glottique post-déglutition. Donc, l'inspiration va se faire vers la canule, en passant par cette valve unidirectionnelle. Au moment où le patient va expirer, il ne pourra plus expirer par sa canule et le flux va donc aller vers les voies physiologiques. Elle est bien sûr utilisée ballonnet dégonflé et le fait que ce ballonnet soit dégonflé, ça va permettre une élévation laryngée plus importante et va diminuer aussi la compression de l'ésophage. Et elle va permettre bien sûr la parole et la toux. Alors, quels sont les bénéfices de cette valve phonatoire? Eh bien, elle pourrait diminuer le risque d'inhalation. Ici, on voit une vidéofluoroscopie chez un patient sans valve. On voit qu'il y a une inhalation chez ce patient trachéotomisé. Par contre, lorsqu'on rajoute une valve phonatoire, on voit qu'il n'y a plus d'inhalation.
D'autres études ont montré qu'elle allait améliorer la clairance laryngée. Et donc on sait que lorsque le ballonnet est gonflé, on a une stase de sécrétion de salive au-dessus de ce ballonnet. Le fait de dégonfler le ballonnet, on va avoir une récupération d'un flux par les voies physiologiques et on va avoir un nettoyage du larynx au niveau de la margelle laryngienne. Alors, est-ce que cette valve phanatoire a un effet sur l'interaction déglutition-respiration? Prigent a beaucoup évalué les effets de la valve phanatoire et notamment aussi chez 8 patients trachéotomisés ventilés. Ils utilisaient des bolus qu'ils administraient aux patients de 5, 10 et 15 millilitres. Et malheureusement, dans cette étude, ils n'ont pas vu d'effet sur la performance de la déglutition ni sur la coordination déglutition-respiration. Par contre, ils ont observé une restauration du flux subglottique respiratoire qui, par cette stimulation de la membrane du carrefour aérodigestif, va améliorer la déglutition à long terme. Et donc, on va avoir une diminution de risque d'inhalation. Ici, donc on voit qu'il y a un débit expiratoire par les voies physiologiques, quel que soit le bolus qui a été administré. Alors, est-ce que ces valves phonatoires ont un intérêt chez des patients trachéotomisés ventilés? Est-ce que ça permettrait de recruter plus facilement de poumons? Dans cette étude néo-zélandaise très récente, ils ont évalué 20 patients cardiothoraciques trachéotomisés en cours de sevrage de la ventilation mécanique. Ils les ont évalués par impédance électrique pour voir quelles étaient les variations de volume pulmonaire en fin d'expiration avec l'adjonction d'une valve phonatoire. Et ils ont également mesuré la fréquence respiratoire, la concentration de CO2 exhalé et la fréquence cardiaque. Qu'est-ce qu'ils ont montré? Ils ont montré chez ces patients trachéotomisés qu'il y avait des variations de ce volume d'expiration, de volume de fin d'expiration. Donc ça, ce sont les valeurs de base. Lorsqu'on a rajouté la valve phonatoire chez le patient ventilé, on avait déjà une augmentation de ce volume de fin d'expiration qui était encore plus important pendant que le patient était en respiration spontanée avec une pièce santé. Et ce qui était intéressant de noter, c'est que lorsqu'on suit ces patients, même 15 minutes après le retrait de la valve phonatoire, on a une amélioration encore du recrutement alvéolaire. Parallèlement à ça, on a une diminution de la fréquence respiratoire et une amélioration de l'entaille de CO2. Alors, les autres bénéfices, c'est quoi? Ça va stimuler les sensations gustatives et olfactives. Je vous l'ai dit, la réafférentation progressive des muqueuses du carrefour aérodigestif va favoriser la rééducation de la déglutition et surtout, elle va permettre la phonation qui va être bénéfique pour le moral et pour la motricité bucco-pharyngée. Et donc, on va certainement améliorer la qualité de vie du patient trachéotomisé. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que chez les patients qui sont trachéotomisés en réanimation, on a une incidence variable, elle varie de 15 à 87% après trachéotomie, mais que cette incidence est variable, ça peut s'expliquer très facilement parce que dans ces séries que je vous ai montrées, ce sont ces études très anciennes, ce sont le nombre de patients qui sont inclus, ce sont des nombres très restreints, que ce sont des pathologies qui sont différentes, que la méthode de détection, généralement, ce n'est pas la même, et qu'en plus, ce n'est pas toujours fait au même moment par rapport à la mise en place de la trachéotomie. Et donc, c'est essentiel d'évaluer précocement la survenue éventuelle de troubles de la déglutition et de fausse route pour permettre un retour à l'alimentation sans risque. Alors récemment, donc ce mois-ci, il y a eu une lettre à l'éditeur online sur Critical Care Medicine qui insistait sur les aspects psychologiques et sur les avantages de la valve phonatoire, en retenant le fait qu'il y avait aussi des avantages physiologiques. Ce qui est important, c'est que ça ne peut pas s'adresser à tous les patients, qu'il faut bien choisir le type de canule, qu'il faut respecter pas des durées trop longues au départ, qu'il faut utiliser des canules très petites, de diamètre très petit pour diminuer les résistances, parce que quelques mois avant, 2 mois avant,
Il y a une autre lettre à l'éditeur suite à l'article de Friedman-Sanderson où ils se posaient des questions se demandant est-ce qu'il y a des risques associés à ces bénéfices. Et effectivement, je pense qu'il reste pas mal de questions en suspens, même si les études récentes n'ont pas montré que l'utilisation de la valve phonatoire prolongeait la durée de ventilation mécanique ou prolongeait la durée de séjour en soins intensifs. Il faut quand même savoir chez quel type de patient on peut l'utiliser, combien de temps on peut la laisser en place, est-ce qu'on peut mobiliser le patient lorsque ce patient a une valve phonatoire sur sa canule, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement des effets délétères, puisqu'on sait qu'il y a une augmentation des résistances. Toutes les valves phonatoires n'ont pas la même résistance et n'imposent pas la même charge de travail. Donc ça, il faut vraiment bien choisir la valve phonatoire qu'on va positionner. Est-ce que chez certains patients BPCO, on ne risque pas de provoquer une hyperinflation? Surtout, faire ça toujours ballonnet dégonflé, parce qu'il y a un gros risque de barotraumatisme si on fait ça ballonnet gonflé. Et enfin, est-ce que ça a eu une implication, une efficacité dans le sevrage de la ventilation mécanique et la revalidation du patient trachéotomisé en réanimation?